C'est une demande de pas mal de chatters et de viewers ici depuis des semaines. Quand est-ce que tu nous fais un truc sur Ivan Shishkin? Ivan Shishkin, le peintre, le titan de la représentation de la forêt. C'est lui qui a fait ce truc là qui me sert de fond derrière là. Une de mes peintures préférées. Le mec a fait toute la... C'est un spécialiste des arbres. Il a fait toute la forêt, Shishkin. Et il y a un pote à lui, Savitsky, qui est passé derrière et qui a dit ça manque d'oursons. Je te fais 3-4 oursons et ça va cartonner. Effectivement, ça a cartonné et c'est une des œuvres les plus connues. Mais alors pour raconter Shishkin, il faut raconter aussi, parce que j'aime pas faire les choses à moitié, le contexte de ce gars, le courant dans lequel il est rentré, le réalisme. Donc ça va être le premier épisode d'une série de petits sujets que je vais faire comme ça, sur les peintres russes réalistes et l'école des ambulants en fait. C'est une clique de peintres russes qui est parti en mode sécession contre l'académie et tout, et qui se sont mis à traverser la Russie pour faire des portraits de gens normaux, de nature et tout, genre le contraire de ce qu'on leur apprenait à faire. Donc c'est un mouvement révolutionnaire dans l'art en général, quoi, le réalisme. Et donc ce mec s'inscrit là-dedans. J'ai choisi cette petite vidéo pour déjà poser le contexte, qu'est-ce que c'est le réalisme et tout. Là, il commence sur Gustave Courbet, qui est l'un des fondateurs du mouvement du réalisme en peinture. Il raconte un moment où Courbet il décide de peindre une scène mais de la vie quotidienne quoi. Et donc c'est un enterrement et il le fait pas en mode religieux comme ça se faisait avant. Avant le 19e siècle, quasiment toute la peinture c'était des trucs religieux, des batailles et tout, c'est des commandes des classes dominantes quoi. Et là en fait c'est un mec qui décide de faire un enterrement mais du village et ma famille. Il monte les gens en fait. Ça suffit comme ça. Il y a un chien et tout. À la fin de l'été 1849, le peintre Gustave Courbet entreprend son premier tableau monumental. Long de 6 mètres sur 3 mètres de haut. Sur ce format, normalement réservé à une scène historique, il choisit de montrer une scène tristement quotidienne dans un cimetière. Et au lieu de dignitaires, ce sont de simples habitants d'Ornans, sa ville natale en Franche-Comté, réunis autour du convoi funéraire. Pourquoi peindre des gens si affreux? Comment hostile? On ne sait même pas qui est enterré. Regardez la trône du bedeau. Il tutoie bien la bouteille celui-là. Il se complaît dans le hideux, on dirait. Vous ne comprenez pas. La peinture académique avec ses dieux antiques, ses héros et ses anges, c'est fini. Comment voulez-vous que je peigne des anges? Je n'en ai jamais vu. Je veux m'attaquer à des choses réelles et existantes. Tout de même, quand on se lance dans un tableau de cette taille, on prend un sujet un peu plus noble. Courbet préfère montrer son époque et la société dans laquelle il vit. Vous voyez grosso modo ce que c'est le mouvement du réalisme qui commence à naître à partir du milieu 19e. Pour comprendre si un mouvement change les choses, ou s'il s'inscrit dans ce qui existe déjà ou pas, il faut quand même savoir ce qui se fait à l'époque, tu vois. Et c'est souvent défini par le mode de production et la classe dominante, quoi. Et donc l'art du monde féodal qui avait jusqu'au 19e siècle, souvent c'est des représentations religieuses ou des trucs mystiques et tout. Genre ce genre de trucs, quoi, voilà, genre il y a un certain réalisme dans les détails, hein, bien sûr, mais c'est toujours pour mettre en avant Dieu ou alors des scènes mythologiques, trucs comme ça. Même Caravage et tout, genre les grands, ils se mettent au service de l'idéologie dominante qui est le catholicisme et tout quoi. Ou alors c'est pour mettre en avant l'autre classe dominante, même principale, qui est l'aristocratie, avec des batailles, des scènes historiques qui montrent la victoire de tel seigneur, etc., qui justifient leur ordre, ou alors des portraits de nobles, parce qu'en fait, les artistes doivent bien gagner leur vie. Donc forcément, il faut qu'ils fassent des choses qui leur rapportent du pognon, et qui est-ce qui va leur commander des œuvres? Bah, c'est les gens qui ont du fric, etc. Du coup, ils se retrouvent à faire des portraits au quotidien, pour mettre en scène des mecs importants, et des scènes qui leur sont commandées, donc des vitraux, des trucs comme ça, quoi. Alors que, une fois que le monde change, et que l'aristocratie et les clergés disparaissent un peu, c'est d'autres gens qui se mettent à commander des peintures, et donc du coup, ça devient l'art sous le capitalisme. On peut résumer ça par de la déco, tu vois. Et par exemple là c'est quoi? C'est Klimt, c'est un portraitiste viennois, et il fait des trucs vraiment très photoréalistes, mais à un moment donné il décide que les gens me demandent des trucs de déco ou des portraits, je vais mélanger les deux, et du coup il y a ça, ou je sais pas moi, le baiser là à gauche là, enfin vous voyez. Et là on est carrément arrivé aujourd'hui où l'art sous le capitalisme, c'est des trucs comme ça. Ça vient du monde de la déco, mais ça vient aussi des placements financiers, genre c'est des milliardaires qui achètent des œuvres qui n'ont pas vraiment de sens culturel pour le reste des gens, mais ça devient des placements financiers dans le sens où s'ils les ont, ils peuvent les revendre après plus cher, ils payent pas d'impôts dessus, et il y a plein d'articles à lire là-dessus sur l'art contemporain, mais voilà un petit peu les différents courants qui dépendent de leur époque en fait. Ça c'est l'antenne satellite. Putain, fais gaffe. C'est un immobile, le Kundelic, c'est hyper fragile ça.
Et ça, c'est... Putain, attention, touche pas, c'est un monochrome de Whiteman. Tu fais la blague avec les trois frères, c'est ça? C'est que c'est l'achèvement quand même d'un début du truc qui est né au 19e siècle avec des peintres qui se mettent à peindre des trucs de plus en plus baroques et chelous, de moins en moins réalistes, qui expriment ce qu'ils ont dans leur tête à travers des peintures, plus qu'ils représentent la réalité dans ce qu'elle a digne et tout. Et au final, le monochrome de Whiteman, c'est la fin de ça en fait, où il reste plus rien. Ah oui, c'est un tableau quoi. Ça va chier. Bon, ok, d'accord. Les peintres dont je vais vous parler, eux, ils vont prendre la direction totalement inverse de ça. Et le 19e siècle, c'est une époque où les choses changent, tu vois. On passe d'un monde à un autre. Le business de l'art, en fait, il est en train de changer, c'est ce que je vous disais. Et les mecs, ils gagnent plus leur pognon de la même manière. Et donc, un peu partout en Europe, il y a des artistes qui décident donc de dessiner leur propre monde. Hein. On sait ce que je vous disais, les trucs, par exemple, à la Klimt et tout. Genre ça, là, par exemple, c'est vraiment très beau. Hein. Mais c'est de plus en plus fantasmagorique, ils représentent plus leur soi intérieur que la réalité, quoi. Et il y a des mecs qui se disent non, nous on se pose en opposition à ça, et on va représenter la vie des gens parce que c'est digne et tout de représenter la réalité en fait. Nous, on va prendre le pari d'aller à la rencontre des gens et de briser tout ce qui était monopole de la classe dominante sur l'art, avec sa représentation du monde et tout, et on va faire des portraits, on va faire des scènes de la vraie vie, on va faire des portraits de gens du peuple, et rien que le fait de faire ça, ça veut dire quelque chose, c'est une cassure qu'on fait avec les classes dominantes et avec le monde précédent. Et là, ce truc là, donc c'est une procession. Encore, c'est un truc, c'est une scène religieuse, c'est plus une scène de la vie courante de cette zone en Russie en fait. Ils montent pas un Christ en croix quoi. T'as des soldats, des mecs qui frappent des enfants et tout, des handicapés, enfin vous voyez. C'est un truc qu'on pouvait pas imaginer avant. Ça c'est Ilya Repin qui a fait ça, on en parlera dans un autre épisode. C'est vraiment concentré sur la vie du peuple et tout. Alors que celui dont on va parler aujourd'hui, Shishkin, lui c'est le mec qui se concentre sur la nature. Je vais vous lire un article sur Repin, Shishkin et d'autres qui rentrent en révolte contre l'Académie des arts russes de l'époque, qui partent en sécession pour créer leur propre délire dont je vais vous parler. Donc c'est un article de communistes évidemment, avec des communistes hardcore et des marxistes pour s'intéresser à cette partie de la culture. Et donc c'est parti, je vous mets une petite musique. La peinture des ambulants russes et la révolte des 14. Vous me dites si le volume de la musique est trop fort ou pas. Ouais, ça l'est un peu trop. C'est 10 ans après Courbet, ok ? L'Académie célébrait donc les scènes de la Bible, la vie des saints, des thèmes historiques de l'Antiquité gréco-romaine, des sujets mythologiques. L'idée était de promouvoir des artistes contribuant à l'esprit nouveau, c'est-à-dire aux attentes de la monarchie absolue, dans sa critique partielle du féodalisme. Avec Nicolas Ier, cette ligne indéniablement libérale dans les arts, consistant à un soutien d'État aux artistes, se modifiait radicalement, les contrôles administratifs redevenant la norme. Et les tableaux devaient obéir aux critères esthétiques de l'autocratie tsariste. Et en fait, il se passe la même chose en France, hein, c'est-à-dire qu'il y a une académie, il y a une exposition officielle, je me souviens plus du nom du truc, et soit t'y es, et dans ce cas tu vas percer, soit t'y es pas, et t'auras pas de pognon, personne te connaît, etc. etc. Parce qu'il n'y avait pas internet à l'époque. Il y avait auparavant 2 rangs qui existaient. Ce classement permettait à Nicolas Ier de casser l'unité des artistes et de les placer devant des possibilités de carrière, c'est ce que je disais. C'est que les artistes doivent bien vivre, tu vois, ils peuvent pas peindre et être paysans en même temps, parce qu'ils peuvent pas développer tout leur art, tu vois. Du coup, c'est ceux qui ont le pognon et qui ont les réseaux qui contrôlent ce qu'ils vont peindre et ce qu'ils vont mettre en avant. Les concours pour la médaille d'or prenaient un tournant très éloigné de toute approche artistique. Une fois le thème donné, les peintres étaient surveillés pendant les 24 heures où ils devaient faire une esquisse, qu'ils n'avaient plus le droit de modifier pendant l'année de sa réalisation, truc de fou quand même. Quant aux écoles d'art qui étaient privées, elles voyaient les artistes systématiquement mis de côté, avec un monopole de l'Académie sur les titres et les médailles, bref. La mort de Nicolas Ier se produisit dans une atmosphère d'opposition révolutionnaire grandissante, où les jeunes peintres grondaient contre l'Académie de l'autocratie. Cela aboutit au premier choc avec la révolte des 14 en 1873, les Goths dont je suis en train de vous parler. Donc là c'est la photo de groupe des gars des terres, d'accord. Cette révolte, dirigée par le peintre Kramskoï, accompagné de 12 autres peintres et d'un sculpteur, consistait à exiger que le conseil de l'Académie abandonne son exigence pour son concours de ne peindre que des thèmes de l'Antiquité ou de l'histoire, notamment biblique. Ok, donc ils veulent pouvoir peindre autre chose. La réponse est simple, les 14 peintres furent privés de diplôme, leur atelier supprimé, toute aide matérielle empêchée, les activités surveillées par la police. En réaction, ils organisèrent un atelier de peintres clandestins, discutant et peignant ensemble, composant une sorte de petite association professionnelle, l'Artel des artistes. 5 peintres s'installent alors ensemble, avec chacun une chambre et un lit, se partageant 3 ateliers d'artistes. C'est une sorte de coopérative avec atelier et bureau.
prenant ses commandes dans la rue, avec un panneau publicitaire. Il y avait une quête commune, chacun devant donner 10% de ses ventes de tableaux, 25% si la peinture avait été faite collectivement. L'individualisme des artistes prima cependant rapidement, et ceux qui réussissent s'en vont, alors que d'autres tentent leur chance individuellement. Un des membres demande une faveur à l'académie, bref. Ça part en cacahuète. On peut présenter l'un d'eux, c'est pas un des originaux, mais c'est le mec qui nous intéresse aujourd'hui. Ivan Shishkin, né en 32, né en 1898, est un peintre et graveur russe. Et donc c'est ce mec. Et lui, il a fait le choix carrément d'aller s'isoler dans une île et de peindre que des forêts. Ivan Shishkin était trop indépendant pour s'attarder longtemps auprès des ambulants. La précision photographique des peintures de Shishkin lui causa quelques soucis auprès de la critique et du public. Mais surtout, ce qui dérange les gens à ce moment-là, c'est qu'ils mettent autant de détails dans un chien, une vache, une fleur, que dans un portrait du roi, quoi. Ça, là, c'est pixé de ouf. Cette peinture est absolument mortelle, mais là, on voit rien. En fait, la lumière, elle rend tout vraiment trop dingue. Le niveau de détail, l'amour de la nature qu'il y a là-dedans, c'est quand même fascinant. L'île de Valam, c'est l'île sur laquelle Shishkin a fait toutes ces peintures de forêt que vous voyez aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas grand monde sur son île de Valam. Il est en mode ermite. Et donc il y a des fois des éleveurs. Donc là on voit clairement, il y a des vaches qui vont se mettre à l'ombre sous un petit bosquet. Lui, il est vraiment en mode nature. Ça veut dire qu'il y a des éleveurs, donc il y a des vaches, mais il en a rien à foutre des éleveurs. Il peint que les vaches. Je vais passer vite fait. Donc il y a celle-là qui est très connue. Celle-là, il y a plus de lumière. Il y a quelques humains. Mais ils sont dans la nature, tu vois, ils font partie de la nature et tout. Ils sont pas, c'est pas un portrait d'eux ou quoi. Shishkin, il est pas comme ça, lui. Les gens font partie de la nature, c'est un tout, c'est la biosphère et tout. Bon, après, voilà, c'était... La biosphère, ça a été théorisé 70 ans après, mais voilà. Donc voilà, respect au go de Shishkin. La semaine prochaine ou la semaine d'après, je referai un segment sur les peintres réalistes russes. 1 week later. On avait parlé de Ivan Shishkin, le peintre des forêts. Et donc c'est un portrait de Shishkin par l'homme dont on va parler aujourd'hui, la tête pensante du mouvement, qui est Ivan Kramskoy. Le voilà en mode autoportrait. Alors il est dans le mal, il est un peu déprimé, d'accord, bon.